Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dynamique d'entreprise, collection dirigée par Michael Ballet. Lieu de travail et lieu de vie, l'entreprise est au cœur de la société. Pourtant, beaucoup de ces aspects restent mal connus. Les évolutions technologiques et sociales sont à la source de nombreuses mutations organisationnelles. Les professions continuent d'évoluer en se divisant toujours davantage sur un plus grand nombre de spécialités. Les frontières elles-mêmes des entreprises s'estompent alors que les modes de travail se redéfinissent. Les entreprises deviennent des objets d'étude à multiples facettes dont les dynamiques sont de plus en plus complexes et souvent surprenantes. Au-delà des grandes lignes des logiques de management d'une part et des théories sociologiques de l'autre, nombre de ces facettes restent dans l'ombre. Dimensions ignorées, métiers méconnus ou dynamiques contre-intuitives. La collection dynamique d'entreprise a pour vocation de diffuser les études réalisées sur ces points d'ombre, souvent techniques, de la nature des entreprises. Allant au-delà des essais de management, la collection regroupe des textes de recherche ou d'expérience sur le terrain qui éclairent les nombreux aspects ignorés des entreprises modernes. Dernière parution. Jean-Marc Sauret, manager pour un monde meilleur. L'humanisme comme efficience du développement de soi au management, 2020. Laurent Keller, les clés de la motivation au travail, 2018. Robert Jourda, la personnalité professionnelle, tome 1 à 2 éditions. Identification par l'A2P et mesure par l'ISANTI-2P, 2016. Amina Omran, rôle des compétences sociales et du capital social de l'entrepreneur et accès aux ressources extérieures en création d'entreprise, 2014. Robert Jourda, la personnalité professionnelle, tome 3, 2013. Alain Coulombelle, l'entreprise et le temps. Figure d'hier et d'aujourd'hui, 2011. Michel Monteau, l'organisation délétère. La SST au prisme de l'organisation, 2010. Jean-Philippe TOUTUT, organisation, management et éthique, 2010. Gérard Pavie, la parité, enjeux et pièges. La dynamique des sexes au travail, 2010. Stéphane Lotissier, Jacques Angot, Révolution Relations. Construire votre écosystème de marque, 2009. Sébastien Comparet, le système McDonald's en France. Les fondements d'une culture d'entreprise, 2008. Patrick Dambron, les clusters en France. Pourquoi les pôles de compétitivité, 2008. François Michaud, les dynamiques du projet professionnel, 2008. Dominique Camusso, les plans de la formation, 2007. Les PME sont la principale source d'emploi et de croissance partout dans le monde. Je dédie ce livre aux créateurs de PME, où qu'ils soient. Ce sont leur esprit d'initiative et leur énergie qui m'ont inspiré. Et je le dédie surtout à leurs conjoints ES, sans la patience et le soutien desquels l'ES rien ne se ferait. Préface. Il y a longtemps, bien avant votre naissance, je me suis embarqué comme vétérinaire sur un cargo à bétail à destination du Cap. Pourquoi ? Pas parce que je savais soigner le bétail, c'est pourtant ce que savent faire les vétérinaires. Pas pour l'argent, même si le voyage m'était payé. Pas non plus parce que je devais fuir quelque chose, dette, amour malheureux ou méfait. Je l'ai fait parce que j'étais curieux. L'Afrique du Sud sous l'apartheid, ça devait être différent. Certainement du Canada ou de la France. Et quelques années plus tard, j'ai récidivé, cette fois sans bateau ni bétail, en partant toujours poussé par la curiosité pour Leningrad. L'Union soviétique aussi, ça devait être différent. J'aurais pu lire des tas de choses sur ces pays, et croire ce que je lisais ou pas. Ou bien j'aurais pu choisir d'aller voir sur place par moi-même, et c'est ce que j'ai fait. C'est un peu la même chose avec ce livre. Vous pouvez croire ce qu'il dit ou pas, ou bien vous pouvez le découvrir par vous-même. Vous l'avez entre vos mains en ce moment ? C'est que vous êtes au moins un peu curieux. Mais le véritable but de ce livre est de vous conduire au-delà de la curiosité. Je veux que vous aussi, vous montiez à bord de ce cargo à bétail. En fait, ce livre est un simple accessoire. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Pour faire ce qu'il vous demande, vous aurez besoin d'à peu près autant de compétences que moi j'en ai sur le bétail. La lecture de ce livre est sans risque, mais l'embarquement sur le bateau ne l'est pas. Si vous montez sur ce cargo à bétail, vous ne serez plus jamais le même. Ce livre est dédié aux PME qui souhaitent s'internationaliser.
Vous êtes des millions dans les grands pays du monde à n'être pas internationaux, mais vous pouvez facilement le devenir. Ce livre vous expliquera pourquoi être international est une bonne chose pour votre entreprise. Mais le savoir ne suffit pas. Savoir, c'est très différent de faire. C'est très différent de monter à bord du cargo à bétail et de partir à l'aventure. Il existe énormément d'ouvrages sur l'internationalisation. Ces ouvrages ont été écrits et publiés par des gens intelligents, issus d'écoles et d'universités réputées. Oui, mais ils sont destinés à d'autres lecteurs intelligents, pas à des marchands de bétail comme vous et moi. Très peu de ces ouvrages ont été écrits pour et par des gens qui ont les mains dans le cambouis. C'est que les gens de métier sont bien trop occupés à faire leur boulot de tous les jours. Ce livre est destiné à ces gens de métier, à ces gens qui dirigent des PME et qui font des affaires. La première partie énonce les règles du jeu. Comment fonctionne le monde des affaires à l'international et en particulier, la règle qui dit que pour réussir il faut apprendre à connaître non seulement vos clients futurs mais aussi les clients de ceux-ci. La seconde partie vous aidera à vous préparer pour le grand saut. Tout que vous devez faire et acquérir avant même de vous aventurer au-delà de vos frontières. La troisième partie, c'est pour quand vous allez décider d'agir. C'est la phase d'action, la phase embarquement. Il y a même au chapitre 18 un plan d'action pour l'exportation. Un conseil pratique. Si vous ne pouvez lire qu'un chapitre du livre, c'est le chapitre 18 qu'il faut lire. Et enfin, vous trouverez tous les formulaires et les feuilles de route dont vous avez besoin dans les annexes. Et ils sont également en ligne. Sten Söderman, un professeur intelligent qui a publié plus de livres pratiques que la plupart de ses confrères, m'a dit que j'aurais pu écrire ce livre il y a 10 ans. Il a raison, mais j'avais autre chose à faire. Au cours de ces 10 années, et pendant la vingtaine d'années qui ont précédé, j'ai travaillé avec plus de 500 entreprises, des agences de développement à l'export, des organisations internationales, des acteurs de l'investissement direct à l'étranger, ID, des spécialistes de la compensation industrielle et des PME de tout poil. D'ailleurs, la plupart de ces 500 entreprises étaient des PME. Toutes ces autres organisations avec lesquelles j'ai travaillé ne fonctionnent pas comme les PME. Leurs équipes ne parlent pas la même langue, et leurs patrons n'ont pas les mêmes soucis qui les empêchent de dormir la nuit. Ce livre ne vous ôtera pas vos soucis. Au contraire, il devrait vous en donner de nouveaux. Et si vous ne montiez pas à bord de ce cargo à bétail? Et si un autre le faisait avant vous? Un concurrent? Peut-être même un ami? Qui se vantera de ses exploits devant vos amis? Oui. Il y a bien des raisons pour que les patrons de PME évitent le saut à l'international. Ces raisons ne devraient pas être les vôtres. Continuez donc à lire, chers lecteurs, et préparez-vous à embarquer. Remerciements. Je me dois de remercier le grand nombre de gens qui ont contribué à ce livre. Il y a les clients de l'entreprise pour laquelle je travaille, qui se sont montrés d'une patience à toute épreuve en servant involontairement de matière première pour nourrir son contenu. Il y a ceux qui ont voyagé avec moi, avant même que ce livre ne soit imaginé, et il y a ceux qui m'ont aidé à le réaliser. Il y a des gens qui m'ont montré un monde qui n'était pas du tout le mien. Ces derniers viennent de petits pays pour qui, sans internationalisation, il n'y a pas de survie. Parmi ceux-ci, je suis particulièrement redevable à la Finlande, dont une des femmes m'a épousée à une époque où elle pensait encore que ma carrière pouvait être prometteuse. Doug Monk, mon plus ancien compagnon de route, mérite des remerciements non seulement pour avoir méticuleusement relu ce livre, mais aussi pour son entrain si contagieux, qui m'a maintenu à flot, moi et beaucoup d'autres, à plus d'une occasion. Brian Weber, de Canada, a vécu bon nombre des cas décrits ici, et il me sert de rappel à la réalité dans la vie professionnelle. J'admirerai toujours Richard Norman, avec qui j'ai travaillé par intermittence pendant une 12aine d'années, pour m'avoir ouvert les yeux à sa rigueur et à une capacité à conceptualiser le monde ambigu des affaires, ce à quoi ma formation d'ingénieur ne m'avait pas préparé. SIAR, un cabinet de conseil scandinave qui hélas n'existe plus que dans la mémoire de quelques anciens, a formé et déformé l'auteur au-delà de toute ressemblance. La France, où je suis reconnaissant d'habiter et de travailler, est injustement calomniée aux yeux du monde des libéraux anglo-saxons.
Ces PME travaillent sous des contraintes que ne toléreraient pas. Et je salue les PDG et les fondateurs de ces PME pour leur capacité à survivre à la pression incessante de leurs voisins du Nord. Quelques autres doivent être mentionnés et félicités. Chris Murray, mon éditeur, pour sa bonne humeur et les échéances inflexibles. Brad Sullivan pour ses apparitions soudaines dans des endroits inattendus. Klaus Arni de Finlande, dont la jovialité a quitté ce monde beaucoup trop tôt. Sten Söderman pour avoir critiqué de manière constructive le manuscrit et pour le fait qu'il n'est pas un Suédois parfait. Enfin et surtout, il y a Marianne, Tania et Julia, à qui je dis maintenant officiellement et par écrit combien ils comptent pour moi. Première partie. Pourquoi exporter ? Les règles du jeu. Chapitre 1. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Lorsque Tony the Ink Vitelli a démarré, il possédait un petit salon de tatouage à peine plus grand qu'un trou dans le mur, dans un centre commercial délabré à côté de la Van Wyck Expressway, une artère dans le quartier de Queens à New York. Mais bientôt, les Pretty People, les branchés, jeunes et tatoués de Manhattan ont entendu parler du tatoueur de Queens, qui faisait des dessins qui n'avaient jamais été faits avant et dans des endroits rarement explorés. Tony the Ink est devenu un sujet de discussion dans tous les clubs et gymnases branchés de New York. Finalement, il a reçu un prêt d'un banquier qui était aussi un client, qui lui a permis de s'installer dans le centre de Manhattan. Mais Tony avait un rêve plus ambitieux encore, démarrer une franchise de salon de tatouage au pays de ses grands-parents, l'Italie. Les Vitelli avaient quitté le vieux pays, pauvres et désespérés, à la recherche d'une vie meilleure. Tony voulait voir le nom des Vitelli revenir en Italie, comme symbole de leur réussite. Mais une chose est de traverser la rivière entre Queens et Manhattan, c'en est une autre de traverser l'Atlantique. Ça c'est Tony. Tony a besoin de ce livre parce qu'il a un rêve. Et vous ? Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je vais y gagner ? Qu'est-ce que je cherche dans ce livre ? Pourquoi développer mon entreprise à l'étranger ? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir des clients étrangers se presser devant ma porte ? Est-ce que ça me rendra plus riche ou plus heureux ? Est-ce que cela fera de moi une personne meilleure ? Avec moins de ventre et moins de rides ? Qui ne ronfle plus, et qui se trouvera une compagne ? Ou peut-être aurai-je une bonne table dans le meilleur restaurant de l'au-delà ? Dois-je souffrir en lisant ce livre maintenant, pour en récolter les fruits dans une autre vie ? Non, lire ce livre ne fera rien de tout cela. Le lire, en fait, est probablement une perte de temps, si vous allez en rester là. Robert Browning, le poète romantique anglais, a dit que l'ambition d'un homme doit dépasser sa situation, sinon à quoi sert le ciel ? Ce livre mettra votre ambition à votre portée, tout en vous rendant plus assuré dans votre situation. Mais lire n'est pas faire. Il faut savoir, mais ça ne suffit pas. Alors, c'est maintenant que vous devez vous décider. Est-ce que devenir international me convient ? Est-ce la bonne voie pour moi et mon entreprise ? Ce chapitre répond à ces questions. Parce que vous êtes sur le point de découvrir toutes les raisons pour lesquelles une PME comme la vôtre devrait regarder au-delà de ses frontières. Et voici la première raison. Raison numéro 1, c'est là qu'est la croissance. Nous allons commencer par vous ennuyer avec les macro-raisons de s'internationaliser, et par vous donner des mots pour exprimer ça. Je suis sûr que ça égayera votre bavardage dans les occasions mondaines. Ça pourra aussi fournir des arguments à votre conjoint et à vos banquiers pour justifier une idée absolument irrationnelle. Et ça expliquera comment Tony a démarré et fait prospérer ses international tattoo salons. Et comment ? En vous procurant plus de bonheur matériel et d'épanouissement, vous allez également accroître les miens en contribuant aux ventes de ce livre. Prenons la globalisation. Quel mot explique mieux ce que l'économie mondiale a traversé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? C'est le mot anglais qui correspond au mot français mondialisation, dont l'équivalent exact n'existe pas en anglais. Et globalisation ou mondialisation sont des mots qui clivent, vous êtes pour ou contre. Ce sont de tels fourre-tout qu'ils perdent rapidement tout sens précis, et du coup on peut leur donner le sens qu'on veut. Oublions donc la globalisation. Mais les exportations sont bonnes, plus vous exportez, mieux vous vous portez. C'est peut-être pourquoi les chiffres des entreprises ne révèlent jamais leurs importations.
Prenons donc les exportations, ce sont de l'avis général des choses positives. Le pendant des exportations, ce sont les importations. Ensemble, ils constituent le commerce extérieur. Grâce à la chute des barrières au commerce extérieur avec la création d'organisations internationales et régionales telles que l'OCDE, l'OMC, le FMI et l'UE, Mercosur, ANAS, ALENA, CISFTA, on arrêtera là la liste aride des acronymes obscurs qu'affectionnent certains fonctionnaires ou les adeptes des GAFA, les grandes puissances numériques. Le commerce mondial n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui. Le fait est que le volume du commerce des marchandises est 20 fois supérieur à ce qu'il était en 1950. Aujourd'hui, le commerce mondial représente 60% du PIB mondial, le produit intérieur brut, qui représente votre marché local. Aux États-Unis, ce pourcentage est moitié moindre, et moins de 1% des entreprises américaines exportent quoi que ce soit. Le commerce mondial est en pleine croissance, alors que le PIB piétine. Même en période de vache maigre, la croissance du commerce mondial a toujours historiquement été au moins le double de celle du PIB mondial. 6 fois seulement au cours des 70 dernières années, la croissance du PIB mondial a été supérieure à la croissance du commerce international. La pire contraction du commerce international a été lors de la crise de 2008, mais ce sera sans doute pire encore avec le Covid-19 en 2020. Le graphique ci-dessous montre comment votre entreprise aurait pu se développer depuis 1950, avant votre naissance, jusqu'en 2018 si vous étiez resté chez vous, courbe du PIB, ou si vous étiez sorti dans le monde, courbe du commerce international. Il y a donc des raisons macroéconomiques évidentes qui devraient vous pousser à regarder hors de vos frontières. Bien plus de ventes, bien plus de croissance, et la dépendance inlassable du monde sur les bons offices des organisations acronymiques et des GAFA. Bref, ce que vous dit la macroéconomie, c'est que si vous restez chez vous, vous grandirez au rythme lent de votre marché intérieur, mais que si vous flairez les opportunités à l'étranger, vous grandirez au moins 2 fois plus vite. Raison numéro 2, c'est là que se trouvent vos futurs clients. Où cela laisse-t-il Tony the Inc? Ces services de tatouage n'entrent pas dans le commerce extérieur. Quelques macrographiques ne vont pas convaincre son banquier ou sa femme de financer ses folies à l'étranger. Le commerce extérieur, comme son nom l'indique, est justement extérieur et loin de nous. Les statistiques sont soit des données a posteriori, soit des chiffres qui alimentent les modèles prédictifs. Ces données intéresseront peut-être les fonctionnaires internationaux et ceux qui écrivent des thèses de 3e cycle. Mais ils ne vendront pas de tatouages. Si le commerce extérieur n'est pas l'avenir de Tony Vitelli, alors où est son avenir? Qui grandit 2 fois plus vite que Tony dans le centre de Manhattan? Le marché disponible ne croît pas 2 fois plus vite. Les New-Yorkais ont toujours la même surface de peau, sauf lorsque leurs tempes se dégarnissent ou qu'ils cèdent à la mode des crânes rasés. Disons simplement pour l'instant, au cas où cela vous aurait échappé, que le marché n'achète pas de tatouages, ce sont les gens qui les achètent. Il y a des gens cachés quelque part derrière toutes ces statistiques et ces chiffres de marché. Et nous ne parlons pas seulement des gens qui veulent montrer à la plage les aigles violets qui ornent leur dos. Derrière ces données, il y a une foule de gens invisibles qui font plein de choses qui conditionnent le business de Tony sans qu'il s'en doute le moins du monde. Et ces gens n'achèteront peut-être pas ces tatouages, mais quoi qu'en pense Tony, ce sont eux qui feront ce que sera tôt ou tard son entreprise. Votre marché intérieur est peut-être saturé pour vous, mais pas pour les fournisseurs étrangers qui n'y sont pas encore. Ces fournisseurs regardent attentivement ce qu'il y a dans votre gamelle. Et précisément pour cette raison, vous devriez regarder dans les leurs. Sinon, la gamelle, vous risquez de vous la prendre. Raison numéro 3, pourquoi exporter? Parce que votre gouvernement le veut. PME, un autre acronyme, mais cette fois c'est juste vous, une petite ou moyenne entreprise. Les anglo-saxons disent SME, Small and Medium-Sized Enterprises. Vous, et exactement 99,7% des autres entreprises dans la plupart des pays sont des PME. C'est quoi une PME? Commençons par une définition précise des entreprises qui entrent dans cette catégorie. Et puis non. Cherchez-le sur le net. Si vous lisez ce livre, une PME c'est ce que vous êtes. Bien que la plupart des informations lues et entendues concernent les très grosses sociétés habituées à externaliser, à sous-traiter,
à corrompre et à polluer dans tous les pays du monde, les PME comme la vôtre représentent la grande majorité des entreprises existantes et sont la base de l'économie mondiale. Votre gouvernement a besoin de vous. Votre PME est vitale pour son économie. C'est vous qui, par votre vote et par votre nombre, le mettez au pouvoir ou le sortez, du moins dans les pays démocratiques. Le gouvernement entretient une relation d'amour-haine avec les grosses multinationales qui se développent en se mangeant les unes les autres, en supprimant des emplois, en redistribuant leurs activités à travers le monde, et en s'attribuant la gloire et le mérite des progrès de l'économie. Mais vous, les PME, votre gouvernement vous aime vraiment. Il veut que vous prospériez, mais il est souvent maladroit et mal avisé, et il dépense un argent fou pour que les PME comme vous naissent, croissent et ne meurent pas. Pourquoi les PME sont-elles si sympathiques ? Globalement, ce sont les PME qui réalisent près des 2/3 de tous les chiffres d'affaires dans les pays de l'OCDE, et qui emploient les 2/3 de la population active dans l'économie marchande, sans compter les fonctionnaires, même s'il faut quand même tenir compte d'eux, comme on le verra plus tard. Mais moins de 20% de ces PME vendent des produits et services à l'étranger. Le volume des exportations augmente avec la taille de l'entreprise. Les quelques grosses multinationales exportent 3 fois plus que toutes les PME réunies. Aussi bien comme sous-traitants de ces grandes entreprises, que comme exportateurs à part entière, les PME sont donc de gros employeurs mais de petits exportateurs. Ce fait n'a pas échappé à votre gouvernement. Il croit que les exportations créent des PME et de la croissance. Et c'est peut-être vrai et peut-être pas. Nous vous donnerons la réponse plus tard. Votre gouvernement, qui ne peut pas endiguer la montée des importations de produits de masse et de technologies modernes d'Asie, sait que les PME ne peuvent pas elles non plus échapper à l'interdépendance mondiale, conséquence du fait que le commerce international croît beaucoup plus vite que la production de chaque pays. Les produits de masse ou de haute technologie et les services, de moyenne technologie, sont de plus en plus externalisés vers l'Asie. Les PME européennes et américaines se voient contraintes d'offrir des produits comportant des technologies de plus en plus avancées, qui sont associés avec des services de plus en plus sophistiqués. Mais quelle technologie avancée Tony peut-il offrir ? Comment peut-il résister aux offres des pays d'Asie qui proposent de plus en plus des forfaits complets et des services complémentaires ? Eh bien, il sait que son gouvernement soutient les PME, et Tony dit donc à son gouvernement qu'il rêve d'aller au-delà de l'Atlantique, et son gouvernement le prend au sérieux et le reste suit rapidement. Croyez-vous que ça va vraiment se passer comme ça ? Eh bien non, pas tout à fait. La section suivante vous dira ce qu'il a fait et ce que vous aussi vous pouvez faire, puisque Tony l'a fait. Mais finissons-en d'abord avec les raisons rationnelles d'exporter. La meilleure raison de toutes, parce que vous le voulez. La raison la plus impérieuse de devenir international, c'est que vous le voulez. Vous avez une idée de ce que vous voulez être, et comme le rêve de Tony, cette idée ne vous quitte jamais vraiment. Vous pouvez rester où vous êtes, faire ce que vous faites, mais il manque toujours quelque chose. Ce quelque chose qui manque, c'est justement ça que vous voulez. Ce vouloir représente près de 99% de ce que ce livre et cette aventure vous rapporteront. Si vous avez cette aspiration secrète de prendre le large, et si vous n'avez ni actionnaire ni conseil d'administration sur le dos, alors vous n'avez pas besoin de grand-chose d'autre. Et ce livre ne vous donnera pas grand-chose d'autre. Soyons clairs, c'est un livre qui dit comment faire, pas pourquoi le faire, ce n'est pas un livre de motivation. Il est basé sur 127 cas réels d'entreprises comme la vôtre avec lesquelles nous avons travaillé au cours des 10 dernières années. Toutes sont-elles mortes et toutes sont-elles allées au ciel ? Non. Mais toutes étaient comme des cobayes mises à votre service pour l'élaboration d'un manuel qui explique comment prendre le large, et comment ne pas le faire. Ce sont ces entreprises qui ont véritablement écrit ce livre, pas moi. Donc, si ce livre ne fonctionne pas pour vous, ne me blâmez pas. Mais tout sérieux mis de côté, je sais que cela fonctionne et que nous avons déjà fait toutes les plus grosses erreurs. Vous en ferez également, mais elles seront moindres et plus faciles à gérer. Donc, si vous avez le désir, qui représente 99% de votre motivation, nous vous fournirons le 1% manquant. Nous vous ferons traverser les frontières, les mers et les airs, et nous vous dirons ce que vous devez faire lorsque vous arriverez et avant d'arriver. Si vous avez lu jusqu'ici, le reste est facile.
Tony avait ses 99%. Lisez la suite pour découvrir comment il a géré le restant. Chapitre 2 – Les 4 ingrédients essentiels. Imaginons pour un instant que vous n'êtes pas la bonne à tout faire qui s'échine à payer les charges patronales de vos 6 employés, à décider quels fournisseurs régler maintenant, et lesquels attendront, à gérer les humeurs de vos collaborateurs, le découvert, la R&D, la production, le marketing, l'administration, les pannes informatiques, les bourrages de l'imprimante pour un rapport en retard et à passer l'aspirateur afin de faire disparaître les poils de chien du canapé pour le client qui arrive. Imaginons que vous dirigiez Méga Boîte Internationale, MBI, à ne pas lire en sens inverse et que vous pouvez déléguer. Quand vous venez au bureau, les imprimantes marchent, les rapports sont le problème de quelqu'un d'autre, les factures sont payées, les chefs de produits font leurs produits, l'usine bourdonne, personne ne fait grève et le chauffeur promène le chien. Que fait-il, le nouveau grand Manitou NGM de MBI, le matin dans son vaste bureau lumineux au dernier étage? Il ou elle, mais par souci de simplicité je vais utiliser il dans ce livre, s'assied derrière son grand bureau de directeur, allume son ordinateur et vérifie le cours de l'action de MBI. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Les mots croisés? Lire l'horoscope? Organiser des rendez-vous au golf? Non. Il fait ce que vous êtes censé faire, il se demande combien miser sur le prochain tiercé. Non, je plaisante bien sûr, je voulais dire qu'il pense au développement des affaires de MBI et à ce qu'il doit faire pour ça. Qu'est-ce que c'est exactement que le développement des affaires? Ce n'est pas seulement s'occuper des affaires, vos serviteurs font ça pour vous. Il ne s'agit pas seulement de trouver de nouveaux clients et de les fidéliser. Vos gens du marketing sont des experts dans ce domaine. Ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas bien faire les choses, d'autres s'en occupent, et c'est plus que de juste faire ce qu'il faut. C'est assurer votre avenir, et vous assurer que votre entreprise vaut plus que ce qui se trouve dans le seul crâne de son dirigeant. Et de même que miser sur les meilleurs chevaux, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer. Bon, voilà ce que développer les affaires n'est pas. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est exactement que développer les affaires? Nous oublions parfois que les grandes entreprises elles aussi ont commencé petites, avec à peine plus que le contenu du crâne du fondateur. Le fondateur ne s'est pas dit « Où trouver un expert pour développer mon entreprise ?» Lui, consciemment ou non, avait en tête un certain nombre d'idées qu'il avait besoin d'extérioriser. Il ne voulait pas juste poursuivre une idée abstraite. Il est bon de croire en une idée d'affaires. Et même y croire est essentiel. Mais nous devons aller au-delà de la croyance. Nous devons chercher quelle réalité il y a derrière l'idée, et comment la traduire dans la pratique. Bref, le fondateur a fait quelque chose pour développer son idée. Il a fait les premiers pas. Il a agi. Cette primo-action a conduit au bout d'un moment, à des tâches qu'il pouvait déléguer. Mais les affaires ne se développeront pas sans cette action initiale. Vous pouvez arrêter de lire tout de suite, si ce n'est pas ce que vous pensez. Et moi, je n'aurais pas écrit ce livre sans avoir à l'esprit ce fameux développement des affaires. Ce livre est en effet le fruit de mes 30 années d'expérience de succès et d'échecs dans le développement des affaires. Nous vous emmènerons sur une route, où nous allons examiner et tester quelles actions seront les meilleures pour le développement de votre entreprise. Vous pouvez faire ce voyage sans nous, mais voyager seul est moins drôle. Développement des affaires. Oui, exactement. Et bien que ce livre concerne le développement des affaires à l'international, l'un de ses premiers messages est que si vous suivez notre route, vous ne ferez rien de différent de ce que vous faites déjà maintenant chez vous. Nous indiquerons des marches à suivre, des précédents et des pièges, mais ils s'appliquent pareillement à ce que vous faites en ce moment sur votre marché domestique. C'est pourquoi nous nous attardons sur le développement des affaires en tant que processus, et non comme une fin en soi. Se rendre à l'international n'est peut-être que la moitié du plaisir, mais cela en vaut toute la peine. Savoir ce que vous faites bien avec votre entreprise actuelle est la clé de votre développement à l'étranger. L'exportation est la même chose que le développement local de vos affaires, avec juste en plus une adresse étrangère sur la facture. Il y a 4 ingrédients essentiels requis pour un développement réussi de vos affaires. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus. Le développement des affaires n'a ni début, ni fin.
Vous n'en sortez jamais vivant. Vous mettez quelquefois l'accent sur un ingrédient plutôt que sur un autre, mais en réalité vous jonglez avec tous en même temps. Il y a une sorte de logique circulaire dans le schéma ci-dessus, mais ne vous y trompez pas. Il est juste plus facile de visualiser le processus sous cette forme que comme une simple liste. Elle permet de décrire le processus et lui donne une aura de rationalité. Nous reviendrons sur chacun des ingrédients ci-dessus tout au long de ce livre. L'ingrédient agir est écrit en majuscule car il influence tous les autres. Sans cet ingrédient, le reste est simplement académique, peut être utile aux étudiants et aux auteurs de livres pratiques comme celui-ci. Mais ne commencez pas ici. Nous devons d'abord faire quelques devoirs. Ingrédient numéro 1, établir un cadre de référence. Cet ingrédient nous dépasse. Il va bien plus loin que notre conception du développement de nos affaires. Il aborde l'abstrait, et il influence notre projet d'entreprise, que ça nous plaise ou non. C'est donc quelque chose de très utile. Nous allons développer un langage pour décrire ce que nous voulons entreprendre et comment nos ambitions, et celles des autres dans notre business, s'inscrivent dans le grand schéma international. Tout le monde fait son propre produit-service, truc, et nous en ferons autant. Nous voulons ici conceptualiser la façon dont ils le font, les outils avec lesquels ils le font et leur succès ou non dans cette aventure. Surtout pour copier ce qui nous paraît intéressant. Tout d'abord, par où commencer ? Les choix ne manquent pas. En 2020, il y avait 193 États souverains répertoriés comme membres à part entière des Nations Unies, quelques dizaines d'États-nations indépendants, plus un continent, l'Antarctique, et un pays, mais qui n'a pas droit à ce nom, qui a réussi à merveille son internationalisation et qui est connu sous le nom de Taïwan. Il y avait aussi quelques territoires qui depuis une génération sont toujours dans les limbes, comme Chypre Nord, la Palestine, le Sahara occidental, le Somaliland, l'Abkhazie, la Transnistrie, le Haut-Karabakh et d'autres de plus en plus imprononçables. Après toutes ces années, ne pensez-vous pas que quelqu'un aurait pu développer un modèle pratique pour définir des priorités entre ces marchés, à l'usage des PME ? Quel est un bon développement des affaires à l'international ? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Existe-t-il un modèle générique de croissance internationale ? Une taille unique qui convienne à tous ? Y a-t-il quelque chose comme un cadre de référence international pour les PME ? La réponse qui s'impose est en quelque sorte. Dans le chapitre 3, je vais vous donner un cadre de référence avec deux idées centrales. Première idée, nous sommes dans l'ère de la surcharge d'informations. Tout le monde en a été infecté, y compris vous. Ce n'est pas l'accès à la connaissance qui vous manque, mais c'est comment interpréter ce que vous connaissez et surtout, comment agir en conséquence. Deuxième idée centrale, l'important c'est le client de votre client. Une internationalisation réussie signifie savoir ce que les clients de vos clients internationaux veulent et ce dont ils ont besoin. Lisez le chapitre 3 pour voir ce que je veux dire. Ingrédient numéro 2, savoir où vous en êtes. Cet ingrédient du développement des affaires à l'international comprend ce que nous appelons boarding in, les devoirs à faire avant de partir à l'étranger. C'est un travail ennuyeux et souvent décourageant, mais nous allons essayer de le rendre plus vivant. Il y a aussi des éléments que nous appelons frontières, encore plus basiques, comme l'obtention d'un passeport. Ou vous pouvez consulter une checklist du ministère qui est en charge du commerce extérieur. Et enfin, ce qui se passera au-delà des frontières, ce que nous appellerons border out, c'est la partie qui nous plaît le plus. Nous y reviendrons plus tard. Au moins la moitié de votre temps sera passé sur des tâches border in. Nous allons donc commencer par celle-ci. Savoir où vous en êtes consiste à réaliser un audit afin de comprendre les raisons pour lesquelles, à la base, vous êtes en affaires. Le vrai but de cela, vous commencez à le soupçonner, c'est de découvrir quelques faits embêtants sur vous et votre entreprise, par exemple les raisons pour lesquelles les gens vous achètent des choses. Bien sûr, vous savez déjà tout ça. Cependant, nous ne sommes pas tellement intéressés par ce que vous savez de vos affaires. Nous sommes plus intéressés à savoir ce que les autres savent de celles-ci. Alors essayez de penser comme vos clients parce que plus tard, vous allez essayer de penser comme des clients étrangers, et vous demander pourquoi ils devraient acheter vos produits. Il existe quelques techniques que nous utilisons ici.
Développement historique. Pour débuter l'exercice Savoir où vous en êtes, nous énoncerons une profonde pensée, que vous pouvez ressortir pour impressionner vos amis à l'apéro, c'est que la structure précède toujours la stratégie. Ah bon? Mais oui, ça veut dire que nous démarrons avec ce que nous avons, pas avec ce que nous voulons. Les deux sont importants, mais le processus de développement des affaires commence par ce que vous avez aujourd'hui, l'organisation dont vous disposez à ce jour. Ce dont vous disposez a une histoire, et fournit un bon aperçu de ce que vous pourrez faire plus tard. Et de ce qui est susceptible de réussir. La meilleure analogie est la famille dans laquelle vous êtes né, et votre premier mariage. Sauf si vous êtes l'héritier d'un petit royaume ou préoccupé par combien de têtes de bétail votre dot apportera, aucune de ces structures n'est le fruit d'un plan stratégique bien pensé. Vous utilisez, pour le meilleur ou pour le pire, les cartes qu'on vous a distribuées. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a de bien et de mal dans votre entreprise actuelle, et comment elle en est arrivée là. Nous aurons donc besoin de quelques faits, événements et jalons marquants. Quand l'entreprise a-t-elle démarré? Quand avez-vous reçu votre première commande? Quand avez-vous embauché votre premier employé? Que se passait-il dans votre industrie ou votre secteur d'activité à l'époque? Quand avez-vous compris quel était vraiment votre domaine d'activité? Tony ne faisait pas de tatouage avant, mais il est dans les accessoires de mode et le tatouage est les plus à la mode de ceux-ci. Quand avez-vous perdu votre premier marché? Où en êtes-vous aujourd'hui? Nombre de gens qui travaillent pour vous, votre chiffre d'affaires, votre offre produit-service, votre organisation, votre capacité de production, votre nombre de clients? Et il nous faudra quelques histoires de cas, qui illustrent vos réussites et vos échecs en affaires. Ce que nous cherchons à savoir, c'est ce que vous faites bien, où votre offre est unique, on en dira plus à ce sujet plus tard, quelle valeur ajoutée vous offrez à vos clients, demandez-leur de vous le dire, quels problèmes vous résolvez pour eux et comment votre offre s'intègre avec la leur. Analyse produit ou service marché. Ceci devient un peu plus délicat, et il est recommandé de faire cette analyse avec un ami et une bonne bouteille. Ça pourra prendre plusieurs séances. En annexe, nous vous donnons quelques fiches de travail à compléter soigneusement. C'est un exercice nécessaire pour déterminer comment vous gagnez votre vie, où vous êtes positionné sur la matrice part de marché croissance, comment vous segmentez votre clientèle, où vous vous situez sur l'analyse SWOT, c'est quoi? Interrogez Google si vous ne savez pas ce que c'est, ce que les gens achèteraient si vous n'existiez pas, et une quantité d'autres choses que vous préféreriez ne pas savoir sur vous-même. Rappelez-vous, ce ne sont pas les informations qui comptent, ce n'est même pas la façon dont vous interprétez ces informations qui est importante, c'est la façon dont vous agissez sur cette interprétation, voire ingrédient essentiel numéro 4, et c'est là où nous voulons en venir. Pourquoi ce travail est-il nécessaire? Bien sûr, vous pouvez toujours agir les yeux fermés. Mais d'une part, vos clients étrangers vous poseront des questions sur votre business, et vous n'aurez pas l'air malin si vous n'avez pas de réponse. Plus fondamentalement, cela fait partie de savoir où vous en êtes, et vous donne une assurance, relative, que vous regardez bien dans la bonne direction avant de faire le premier pas. C'est un exercice fastidieux, un peu comme réapprendre l'algèbre. Mais comme l'algèbre, après avoir fait l'effort de l'apprendre, vous n'avez pas besoin de recommencer à chaque fois, ça devient un outil acquis. Ensuite, vous pouvez bâtir avec cet outil, identifier les lacunes et agir pour les combler. Audit de vos ressources. C'est la partie décourageante. Quelles sont vos ressources financières? Quel est votre accès aux fonds privés et publics? Quels sont vos avantages technologiques? Comment votre propriété intellectuelle est-elle protégée? Tout peut être copié et moins cher que vous ne pouvez le produire, et surtout, sur qui pouvez-vous compter? Qui montera la garde quand vous serez à l'autre bout du monde? Qui paiera les factures et s'occupera des affaires courantes? Et surtout, qui arrosera les plantes? Ingrédient numéro 3. Développer une vision d'entreprise. Cet ingrédient du processus de développement des affaires peut être un défi. Cette histoire de vision, sauf si vous êtes un certain Texan, peut nous mettre mal à l'aise. Quelles sont nos ambitions réelles? Quel est notre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.